Maintenant qu'on a revu les bases des réseaux de neurones, on va voir comment on peut prendre un réseau de neurones et le rendre profond. Donc, on va revenir à une configuration qu'on a vue auparavant, qui normalement vous est maintenant très familière, à savoir une configuration où on a des données en 2D, donc 2D parce qu'on a X1 et X2. Deux classes parce que la sortie ici exprime la probabilité d'avoir la classe C1 étant donné X. C'est ça qu'on essaie de reproduire. Donc, P0, P de C0 étant donné X, c'est égal à 1 moins P de C1 étant donné X. Fait qu'avec une sortie comme ça ici, on est capable de représenter deux classes. Et cette configuration-là ici, étant donné qu'il y a un neurone qui est un produit scalaire, mais surtout suivi d'une sigmoïde, peut être vue comme étant une régression logistique linéaire. Okay, donc, c'est dans le jargon des techniques d'apprentissage, on va appeler ça une couche cachée avec trois neurones. J'ai mis ici neurones entre guillemets parce qu'il n'y a pas de fonction d'activation, mais on appelle ça un peu par abus de langage des neurones quand même. Et on a une couche de sortie qui contient juste un neurone avec une fonction d'activation qui est la sigmoïde. Donc, de façon un peu arbitraire, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me suis amusé à rajouter deux neurones. Donc, on a toujours en entrée trois neurones de sortie, trois neurones en entrée, et en sortie, j'ai trois neurones, donc trois produits scalaires. Donc, produit scalaire entre le vecteur X ici en entrée et puis les trois paramètres associés aux trois neurones que j'ai là. Chaque neurone vient avec une fonction d'activation qui, bon, pour l'instant, c'est une sigmoïde. Plus tard, on va voir qu'on peut utiliser d'autres choses que des sigmoïdes. Donc, un petit réseau comme celui-ci aurait quoi? Ben, il y aurait une couche d'entrée et il y aurait ici une couche qui, au fond, retourne trois réels. Un réel pour le premier neurone, un réel pour le deuxième neurone et puis un réel pour le troisième neurone. Étant donné que ça, c'est, on pourrait dire, la couche 0, qui est la couche d'entrée, puis ça, c'est la première couche de mon réseau, j'ai mis ici, pour représenter ça, parce qu'éventuellement, on va avoir plusieurs couches, fait que j'ai rajouté un indice ici, l'indice 0, pour dire que, ça, c'est des paramètres W de la première couche, donc la couche 0, puis éventuellement, on va avoir une deuxième, une troisième, une quatrième couche, fait qu'éventuellement, on pourra distinguer chacune des couches avec l'indice qu'on a ici entre crochets. Donc, donc on a ici quelque chose qui est un début de réseau de neurones avec neurones au pluriel où on a plus qu'un seul neurone. Donc, en entrée, on a une couche avec trois neurones. Et puis, ce qu'on a à droite, c'est trois réels. Puis, ce qui se passe ici, les trois produits scalaires. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois produits scalaires, 1, 2, 3. Et ces trois produits scalaires qui sont effectués sur le même vecteur X. Donc, ces trois opérations-là, je peux représenter ça par un système matrice-vecteur que j'ai ici. Donc, comme vous pouvez voir, les 9 paramètres W avec l'indice 0 ici, je les ai mis dans une matrice que j'ai pris cette matrice-là et je la post-multiplie par le vecteur d'entrée X. Ça, c'est X, le vecteur d'entrée. Ça serait W0, ma matrice de poids. Et le résultat de ça, je donne ça à une sigmoïde. Donc, ma sigmoïde, le résultat de cette multiplication-là, c'est un vecteur 3D. Et ce vecteur 3D-là, je le donne à une sigmoïde, qui fait que j'ai en sortie trois réels qui sont chacun contenus dans l'espace 0, 1. 0, 1, 0, 1 et 0, 1. Parce que c'est ce qu'une sigmoïde fait. Elle prend les valeurs réelles qui lui sont passées en paramètres et retourne une valeur entre 0 et 1. Donc, pour alléger je dirais afin d'alléger la notation, souvent on va représenter ça comme ça. Donc, on a une couche, c'est une fonction d'activation suivie d'une multiplication entre une matrice et un vecteur, ou éventuellement, ça pourrait être le produit scalaire entre deux vecteurs. Ici, la configuration de notre réseau nous indique que c'est la multiplication entre une matrice 3 par 3 et un vecteur 3 par 1. Donc, sans ce réseau-là ici, c'est un réseau qu'on pourrait dire qui est relativement incomplet parce que, admettons que je veux avoir une prédiction deux classes, ce que je vais faire, c'est que si je veux faire une prédiction deux classes, ce que
ce qu'on a vu auparavant, c'est que pour faire une prédiction de classe, une bonne approche, c'est la régression logistique où essentiellement la sortie du réseau, c'est un réel et, comme je l'ai écrit précédemment, prédit la probabilité d'être dans une classe C1. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, j'ai pris la sortie du premier neurone qui est un réel, la sortie du deuxième neurone qui est un réel, la sortie du troisième neurone qui est un réel, et je viens pour les fins de la discussion, je vais appeler ça Y1, Y2, Y3. Donc, j'ai un vecteur Y qui est la sortie de ma couche ici, et ce vecteur Y-là c'est un vecteur en 3D, et je vais prendre Y, mon vecteur Y, et je vais le pré-multiplier par un vecteur ici de paramètres. Et ça, c'est le produit scalaire. Et le fruit de ce produit scalaire-là, je le donne à une sigmoïde. C'est ce que j'ai ici en sortie. Et si je remplace mon Y par ce que j'avais, ben, ça me donne la sortie d'une sigmoïde, d'un vecteur W transposé, fois, ben, Y c'est quoi? C'est la sortie, ce que j'avais écrit auparavant, de ma couche précédente, qui est une multiplication entre ma matrice W0 et vecteur X en entrée. Comme ça ici. Donc, ce que j'ai ici, ça c'est la sortie de mon réseau, c'est ce que j'exprime par cette opération-là ici. La première couche d'entrée, c'est X. Ensuite, de X, je vais calculer 3 produits scalaires que je peux représenter par une multiplication matrice-vecteur. Ces 3 neurones-là ici ont des fonctions d'activation ont une fonction d'activation qui est une sigmoïde. Donc, je donne ça à manger une sigmoïde. Le fruit de cette opération-là, c'est un vecteur réel en 3D. OK, j'ai 3 réels en sortie ici. Ben, ces 3 réels-là ici, je vais les multiplier par 3 paramètres que j'identifie par l'indice 1 parce que maintenant, on est dans la deuxième couche du réseau. Et en faisant ça ici, cette partie-là, la partie ici, c'est un réel. Pourquoi? Parce que ça, c'est un réel en 3D. Ça, c'est un vecteur en 3D aussi. Donc, le produit scalaire entre un vecteur 3D et un autre vecteur 3D, c'est un réel. Et là, ce réel-là, je le donne à une sigmoïde. Donc, en sortie de mon réseau, j'ai un réel dont la valeur est entre 0 et 1. Parce que j'ai une fonction d'activation ici qui est une sigmoïde. Et voilà. Donc, on a ici une couche d'entrée, une première couche d'entrée, ensuite une série de neurones qui sont dans une couche, une deuxième couche, mais qu'on va appeler la couche cachée, et j'ai une couche de sortie. Donc, c'est très rare dans la littérature que vous verrez toutes les flèches. Parfois, on va tout simplement réduire ça par une grosse flèche. Mais ce qu'on voit à peu près jamais, c'est un petit indice comme ça avec tous les paramètres écrits, parce que ça devient très rapidement, ça c'est un réseau très simple, mais ça deviendrait visuellement trop chargé. Donc, en général, ce qu'on va plutôt faire, c'est de représenter un réseau comme celui-ci. Quand il n'y a pas trop de neurones, on peut dessiner toutes les flèches. Quand il y a trop de neurones, on va éventuellement résumer toutes ces flèches-là par une seule grosse flèche. Et généralement, le lecteur sait de quoi il s'agit. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de neurones, donc on peut laisser toutes les connexions. Mais on va résumer tous les poids ici par une matrice que j'ai mis en W majuscule comme ça ici. Donc, on voit que c'est une matrice. Et là, ici, ce sont 3 inconnus. Donc, c'est un vecteur. C'est pour ça que j'ai mis un W minuscule avec une flèche. Et en sortie, j'ai mis le neurone de sortie en rouge, donc d'une couleur différente. Comme ça, on a des neurones d'entrée qui sont d'une certaine couleur, les neurones des couches cachées qui sont en jaune et les neurones de sortie qui sont en rouge ici. Et puisque ma fonction ici me retourne, ben c'est cette fonction-là ici. Donc, au fond, on a un réseau de neurones qui implémente cette fonction-là ici, dont les paramètres W0 et W1 vont être appris par apprentissage. Donc, évidemment, la dernière couche ici, implémente un classifieur linéaire. Donc, puisqu'il implémente un classifieur linéaire, je peux toujours ajouter un biais.
de sorte que mon classifieur, la solution de mon classifieur linéaire n'est pas nécessairement un plan ou un hyperplan qui passe par l'origine. Donc, ça permet d'avoir une solution qui est un petit peu plus générale. Donc, avant d'aller plus loin, juste peut-être un petit commentaire. Ici, en entrée, qu'est-ce qu'on a? On a un vecteur x qui était un vecteur en 2D. OK? Parce qu'on a x0, x1. Et là, ici, en sortie, qu'est-ce qu'on a? On a ici un vecteur qui est en 3D. C'est ce qu'on disait, là. Je l'avais appelé y. Et le vecteur y est est un vecteur qui est en 3D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pris des données, je vais faire un petit dessin comme ça ici. Donc, j'ai pris des données qui étaient dans l'espace x0, x1. Donc, j'ai des données que je vais éventuellement classer, qui sont pas nécessairement linéairement séparables. Donc, je vais faire exprès pour faire en sorte qu'ils soient pas linéairement séparables. Donc, imaginons qu'on a des x ici, 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 ici et ici. Donc, on sent qu'il y aurait probablement la possibilité de séparer ces deux classes-là comme ça ici, mais c'est non linéairement séparable. Et là, on a la sortie de la couche cachée ici, sortie de la couche cachée, qui est ni plus ni moins sigma W0 fois X. Hein? C'est ça ici. Et ça, c'est quoi? C'est un vecteur en 3D. Ça veut dire que là, maintenant, mes points vivent dans un espace à 3 dimensions. Donc, Y0, Y1, Y2. Donc là, ici, tous mes points, donc j'ai des points qui sont maintenant des points en 3D et des X ici. Et là, on espère que dans cet espace en 3 dimensions, il existe un hyperplan qui permettent de séparer, avec une normale ici, qui permettent de séparer les ronds d'un côté des x de l'autre. Et cet hyperplan-là, ben c'est un classifieur linéaire. Ben ça tombe bien parce que la sigmoïde que j'ai ici, le dernier neurone, lui, ce qu'il voit, c'est des points qui sont en 3D et son objectif, c'est de classifier de façon linéaire ces points-là ici. Les points ronds des points des x. Voilà. Donc, ce réseau-là ici possède au total 13 paramètres. Donc, pourquoi 13 paramètres? Ben, en fait, c'est comme on a déjà dit auparavant, chaque connexion qu'on a ici correspond à un paramètre, qui est une valeur réelle. Donc, combien on en a? Ben ici, il y a 3 neurones qui connectent à 3 neurones. Donc, 3 fois 3, ça fait 9 paramètres. Puis ici, on a 4 neurones qui connectent à 1 neurone. Donc, 4 fois 1 égale à 4 paramètres. Donc, au total, on a 13 paramètres dans ce réseau-là ici. Il n'y a rien qui empêche de multiplier le nombre de neurones dans la couche cachée. Et là, ici, faut bien comprendre que chaque neurone, c'est toujours la même chose. C'est un produit scalaire suivi d'une non-linéarité. Et la non-linéarité, c'est une sigmoïde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, j'ai augmenté le nombre de neurones dans la couche cachée. Ayant augmenté le nombre de neurones dans la couche cachée, j'augmente le nombre de paramètres. D'ailleurs, je pense que je l'ai indiqué ici, voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 neurones ici, 3 en entrée. 5 fois 3, ça fait 15 paramètres. Puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres avec un neurone de sortie. Alors, j'ai 15 fois 3 plus 6 paramètres, donc 21 paramètres. Alors, ce neurone-là a inévitablement une plus grande capacité. Ce réseau de neurones-là a inévitablement plus de capacité que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de paramètres. Et aussi, intuitivement, on peut dire que ce réseau de neurones-là a fait quoi? A pris ces points-là ici qui étaient en 2D et les a projetés vers un espace dimensionnel plus grand, qui était un espace dimensionnel à 5 dimensions. Donc, on passe de points en 2D vers un espace en 5 dimensions. Alors, si j'avais mis 10 neurones, j'aurais pu projeter mes points 2D vers un espace à 10 dimensions, etc. Et éventuellement, si je mets suffisamment de neurones,
je pourrais avoir un modèle qui va overfitter sur mes données ou surapprendre mes données. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, encore une fois, donc ça résume ce que je viens de dire. Donc, le processus par lequel on apprend à prendre des données ici en entrée, les projeter vers un nouvel espace dimensionnel et ensuite faire une classification linéaire dans cet espace dimensionnel, mais d'apprendre la transformation qui permet de passer d'un espace, par exemple ici, de 2D vers 5D, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, du end-to-end training. C'est un concept qu'on va revoir à quelques reprises d'ici la fin du chapitre. Je vous encourage très fortement à aller sur le site web que voici, qui est toujours le même site web qui a été fait par l'équipe de Stanford pour visualiser des réseaux de neurones. Donc, on voit ici une régression logistique. Donc, il n'y a aucun réseau de neurones caché. Comme c'est une régression logistique, ça devient un classifieur linéaire. Or, ce classifieur linéaire est incapable de séparer les points verts des points rouges, parce que les points verts des points rouges sont linéairement non séparables. On voit ici que j'ai pris une configuration à 12 neurones, et si vous allez sur le site web, vous allez voir que vous pouvez vous amuser à jouer sur le nombre de neurones cachés. Donc, on voit ici une solution qui semble être un bon compromis. Et ici, on a un résultat à 60 neurones cachés. Et là, on commence à overfitter, c'est-à-dire que chaque petite donnée qui sont probablement des données aberrantes, par exemple celle-ci et ces deux données-là ici, le système arrive à les retrouver. Le problème, c'est qu'on sent ici que le système tend vers une erreur d'entraînement nulle, mais va probablement avoir des erreurs de généralisation qui sont plus élevées, ce qui est une preuve d'overfitting.